Le pogrom du 7 octobre 2023, perpétré par le Hamas, est loin d'être un simple événement supplémentaire dans la longue histoire qui oppose les Israéliens aux Palestiniens au Moyen-Orient. Il fut plutôt l'élément déclencheur d'une spirale de violence qui aura contribué à ouvrir de nouvelles portes, et potentiellement ici les portes de l'enfer. La plus significative étant le recours de la part de l'Iran à ce qui est ni plus ni moins qu'à des actes de guerre contre l'État hébreu. Et cette nouveauté est, le moins qu'on puisse dire, éminemment problématique. En effet, après plus de 40 ans de guerre par procuration, l'Iran a, en 2024, fait le choix funeste et sans précédent de frapper directement Israël. Donc on se souviendra qu'en avril dernier, l'Iran avait lancé une attaque contre Israël, principalement par le biais de drones. Cette attaque faisait suite au bombardement du consulat iranien à Damas en Syrie, qui avait entraîné la mort d'un général iranien qui avait pris part en tant qu'organisateur au massacre du 7 octobre. Très facilement, Israël avait alors été en mesure d'intercepter et de détruire ces drones qui n'avaient pas causé de dommages. Or, l'attaque iranienne du 1er octobre dernier était pour sa part plus sophistiquée que la précédente. Cette fois-ci, des missiles balistiques furent tirés et réussirent à atteindre leur cible. Encore une fois, cette attaque fut une réponse à l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, quelques jours auparavant. En tant que soutien et pilier du terrorisme islamique, Téhéran n'avait d'autre choix que d'agir de la sorte afin de montrer son soutien à ses alliés du Hamas et du Hezbollah. Dans le cadre de cette seconde frappe, Téhéran a montré sa capacité à frapper réellement Israël, notamment avec ce qu'on a dit être des missiles hypersoniques Fatah 1, pouvant voler plusieurs fois à la vitesse du son et, de ce fait, qui sont difficilement, voire même impossibles à intercepter. Une situation extrêmement problématique dans la mesure où l'on sait que l'Iran a toujours caché son programme nucléaire et que le régime des ayatollahs n'est plus qu'à quelques semaines, voire à quelques mois, d'avoir à sa disposition suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une ogive nucléaire pouvant être installée sur un missile Fatah 1. L'heure est grave pour Israël, et son premier ministre Benjamin Netanyahou le sait fort bien, d'où la raison pour laquelle il a promis que l'Iran allait payer le prix fort pour cet acte. La menace n'est donc pas que théorique pour Israël, mais bel et bien existentielle, car si le Hamas a commis ce qu'on pourrait appeler un mini-génocide le 7 octobre 2023, l'Iran a désormais ou aura bientôt la capacité d'en commettre un à grande échelle, alors que Téhéran sait désormais que ses missiles peuvent frapper Israël. Et si l'attaque du 1er octobre dernier était au-delà d'une simple manifestation de soutien à son allié du Hezbollah, une simple répétition générale pour un acte de guerre d'une signification beaucoup plus importante. Cette menace existentielle, car est-il utile de rappeler qu'il ne faut que 12 minutes pour qu'un missile tiré de l'Iran trouve sa cible en Israël, va évidemment conditionner la réaction israélienne, qui ne se contentera pas d'une réponse purement symbolique. On doit au contraire s'attendre à une réponse forte. Or, quelle sera-t-elle? Le ciblage et la destruction des infrastructures où sont fabriquées et qui abritent des armes de destruction massive en Iran? En théorie, oui, mais en pratique, ce sera difficile, car ces installations sont profondément enfouies dans le sol et donc difficilement atteignables avec une frappe conventionnelle. Verra-t-on des attaques qui, à l'instar de celles qu'on a vues récemment au Liban, cibleront directement ceux pouvant ordonner le lancement d'une arme de destruction massive? Bref, qu'Israël tente littéralement de décapiter le régime iranien afin de dissuader les successeurs de maintenir la promesse des dirigeants actuels de rayer Israël de la carte. C'est un scénario plausible, mais qui est lui-même porteur d'un risque d'embrasement de la région. En outre, ajoutons à ce risque d'embrasement de la région le fait que Téhéran est soutenu par la Russie et la Chine, deux puissances nucléaires. Donc, dans les circonstances, il est légitime de penser que le principe de la destruction mutuelle assurée a du poids dans l'aile. Donc, en effet, dans un monde idéal, le principe veut qu'un pays qui cherche à en détruire un autre se fait lui aussi détruire en retour,
ce qui évidemment rend l'attaque initiale hautement improbable. Mais lorsqu'un pays belliqueux sait qu'il peut bénéficier du soutien et donc de la dissuasion directe, non pas d'une, mais de deux puissances nucléaires, le risque d'embrasement dépasse évidemment la relation entre les deux États en guerre ou en quasi-guerre. Un jeu d'alliances réciproques et compétitives entre alors en ligne de compte, ce qui rend les risques de conflits plus globaux beaucoup plus susceptibles d'apparaître. On s'en souviendra, c'est en fait ce même jeu d'alliance qui a été la raison de l'embrasement généralisé, d'abord à l'échelle continentale, puis ensuite à l'échelle mondiale, d'un conflit qui était à la base régional, soit entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois. Donc, en quelque sorte, l'automne 2024 a malheureusement un petit air de ressemblance avec celui de l'été 1914. Voilà pourquoi la situation actuelle au Moyen-Orient est peut-être la plus explosive qu'on a connue au cours des 20 dernières années. Et ce, parce que les enjeux dépassent désormais la simple rhétorique et les attaques à petites échelles. Les armes qu'ont les joueurs et le jeu des alliances du monde post-février 2022 font en sorte que, plus que jamais, la région est assise sur un baril de poudre.